Retour en plateau pour notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui, savoureux, humoristique et sérieux aussi avec Bénédicte Tilloy. Bonjour Bénédicte. Bonjour Arnaud. Merci d'être venu nous rendre visite avec votre livre sous le bras parce que ce livre raconte l'histoire dont on va parler ensemble. La team, comme une équipe, l'équipe. Le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une start-up, ça sort et c'est sorti chez Duno. On va parler de ce livre évidemment longuement. Ce livre raconte l'histoire d'une femme qui a 55 ans, c'est vous, qui est membre du COMEX, qui a dirigé Transilien, qui a eu des fonctions importantes au sein d'une entreprise mondialement connue, et qui à 55 ans bascule. D'abord, avant de rentrer dans le livre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de changer de vie? Parce que c'est réellement un changement de vie que vous avez opéré. Oui, c'est un très très grand changement de vie. D'abord, je pense que j'en avais sans doute envie de manière un peu larvée, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Et puis, vous savez, quand on fait partie d'une équipe de direction, un COMEX, il peut arriver qu'il y ait des vicissitudes. C'est-à-dire, il y a un patron qui arrive et qui décide, en fait, de vous débarquer ou de vous faire comprendre que vous avez été formidable, mais que peut-être que dans une... L'heure est venue. L'heure est venue. Alors, on ne vous vire pas dans ces conditions-là, surtout dans une grande boîte comme la SNCF, mais on vous confie des missions extrêmement importante, tellement importante que vous dites que ça ne va pas le faire. Et que, enfin, moi, en tout cas, je me disais, je vais perdre mon enthousiasme, mon énergie. J'ai toujours été quelqu'un qui adorait se lever le matin pour son job et je n'ai pas envie d'être amère. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je me tire. Et quitte à partir, ce qui me semblait important, c'était d'apprendre quelque chose de très nouveau, très différent. Et pas de refaire la même chose ailleurs. Je n'avais pas envie, en fait, de me retrouver... dans le même type de job, dans une entreprise qui ressemblait, que j'aurais comparé. Et donc voilà, et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Si demain est le plus beau jour du reste de ta vie, tu choisis quoi? Et les startups, ça me faisait rêver. Il se trouve que mes gosses en parlaient toute la journée. Dans le langage, on va y revenir. Voilà, ils y étaient eux-mêmes, en tout cas pour deux d'entre eux. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et j'ai des tas de choses à apprendre. Je suis assez motivée par le fait d'apprendre. Puis je trouvais que ça avait un côté un peu plus... sans doute, je faisais aussi ma petite crise de volonté de jeunesse, vous voyez, à 55 ans. Vous prouvez qu'aussi on pouvait repartir un peu de zéro, parce que le livre raconte ça. Vous déboulez avec votre... Je dis débouler parce qu'il y a un peu de ce rapport-là. Vous dites, je rentre dans un espace qui ne ressemble pas à une entreprise. Il y a un tapis à la mamie, je ne sais pas trop où m'asseoir. Vous êtes là un petit peu à la fois guindé avec vos codes face à des gens... Enfin, on a quand même on a dans ce livre le sentiment que c'est un ethnologue qui écrit le bouquin. Il y a une forme d'ethnologie. En fait, oui et non. C'est-à-dire, il y a à la fois du premier degré, parce que pour dire les choses avec leur langage, j'ai quand même pris cher. Mais vous le dites dans le livre, je vais prendre cher. Et puis, il y a aussi du deuxième, parfois même du troisième degré, c'est-à-dire de le regarder un peu avec du recul et de me dire, est-ce que ça me serait arrivé avant? Qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre dans l'expérience? Est-ce que, notamment sur les questions de management, les questions de formation, la question des talents, tous ces sujets finalement que j'avais eu l'occasion de rencontrer en étant grand chef dans une grande entreprise publique, je les ai redécouverts en étant petit collaborateur dans une toute petite start-up en croissance. Et c'est pas inintéressant, franchement. Mais ça vous a passionné parce que d'abord, petit à petit, vous vous êtes immergé, vous avez observé. Au départ, quand même, épisode 2, page 18, je trouve ça très drôle, c'est la première phrase. Ils font, ça le font. Il y a les personnages, il y a René, il y a Marcel. C'est écrit comme un roman, c'est très vivant, c'est très dynamique. Et puis je précise que les illustrations, puisque il faut le préciser, tout ça est illustré par de l'encre de Chine, je ne sais pas comment... C'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, des sublimes aquarelles dessinées par vous. Donc ça raconte aussi cela. Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier? Enfin, vous arrivez avec vos habitus de grosses boîtes. Vous aviez l'habitude de donner le courrier à une collaboratrice, peut-être à la banette courrier. Là, ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel, qui fait un stage dans un grand groupe, comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. Enfin, ça dit quelque chose de ces boîtes où on fait tout, on s'organise, on s'envoie des WhatsApp jour et nuit, on vous appelle Béné tout le temps, on vous demande si on peut vous appeler à ce moment-là, si on peut t'appeler, on perd des godasses, les gens arrivent en retard. Enfin, ça ne ressemble pas à une entreprise au départ quand vous arrivez. Non, ça ressemble. Moi, ça me donne plutôt l'impression d'une espèce de maison de vacances un peu bordélique, dans laquelle finalement chacun a fait un peu son coin.
Et c'est un mélange de très grand enthousiasme, et ça m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé que c'était vraiment un bain de jouvence de pouvoir travailler avec des gens aussi enthousiastes, mais qui avaient un rapport à la... Comment dire, je ne sais pas si c'est à la discipline ou en tout cas à la rigueur, qui était un peu contestable. Hein. Alors, il y a sans doute le côté de la génération des millennials. Ça, c'est un choc de culture, millennials contre... Évidemment, la question d'arriver à l'heure. En plus, quand on vient de la SNCF et que ces sujets, en fait, ont fait partie de votre quotidien. Sensible à la SNCF, même s'ils n'arrivent pas toujours à l'heure. Oui, bien sûr. Mais de temps en temps. Mais quand même. Mais quand même, c'est dans la culture de la boîte. Absolument. Et quand on est dirigeant, particulièrement. Là, c'est vrai que... Voilà, 7h30 ou 8h30 ou 9h30, c'est une probabilité d'être là à partir de 7h32, mais ça peut aller jusqu'à moins le quart, ou parfois l'heure, ça reste dans les cordes, vous voyez, ça reste... Mais là, à ce moment-là, vous êtes dans une posture, excusez-moi, c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous êtes dans une phase d'observation, vous ne prenez pas position, parce qu'avec le poste que vous aviez une autorité, vous pouviez intervenir, et là, on sent que vous êtes très observatrice, vous immergez dedans. C'est-à-dire, en fait, je fais comme tous les gens qui cherchent à s'intégrer dans un univers qui n'est pas le leur. J'apprends les codes avant de l'ouvrir, voilà, faire les choses. Mais il y a un moment donné, quand même, quand vous arrivez, c'est pas dit aussi clairement dans le livre, mais est-ce que vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver, Bénédicte? Tout le monde est très sympa, ça a l'air très fun, il y a plein de mots jargonnés, mais je ne vais pas y arriver, c'est pas ma culture. Oui, je me suis dit ça. Je me suis dit ça notamment sur l'utilisation des outils. J'ai dû acheter mon Mac moi-même, c'est-à-dire on ne me fournissait pas mon ordinateur, je suis allée l'acheter. La première demi-journée, je ne savais pas m'en servir, j'avais des gens autour de moi auxquels je n'osais même pas poser la question, parce que je me suis dit, si je leur demande, ils vont se dire, non mais elle est encore plus godiche qu'on pouvait s'attendre. Par rapport au titre que vous aviez, c'est-à-dire... Absolument. Et puis finalement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que... Quand vous êtes dans une grande boîte, au début, vous ne faites pas vous-même. Ensuite, ce sont les autres qui font à votre place. Et quand vous êtes membre de la direction générale, vous ne savez même plus si les ordres que vous donnez, comment ils sont exécutés et comment les choses se passent. Et donc, vous perdez le fil, finalement, et la relation avec le quotidien. Et vous ne vous apercevez plus, de la manière dont les choses sont faites. Et vous ne prenez pas conscience qu'en fait, les choses... le quotidien change. Et je me Donc, suis excusez-moi, coupé du monde par des postes aussi élevés, on s'éloigne doucement des réalités du monde. Oui, et quand bien même on s'en défend, c'est-à-dire on peut avoir envie, comme c'était mon cas, de passer du temps sur le terrain, mais il y a toujours cette distance, et puis toujours ce risque d'être pris pour la reine d'Angleterre qui vient faire sa tournée, vous voyez, donc On est pris au piège des deux côtés, finalement. Exactement. Et là, j'ai donc j'ai fait... je me suis remise dans la peau d'un collaborateur de base, ce qui m'a permis aussi de me prendre conscience ce que ça pouvait être d'être un collaborateur de base dans une entreprise en croissance, dont la stratégie n'était pas forcément claire, qui faisait des choix d'investissement qu'on ne partageait pas forcément, ou en tout cas qu'on cherchait à questionner. Et je me suis dit que sans doute, j'avais moi-même été dans la peau des personnes que je pouvais juger avec un peu de sévérité dans la start-up dans laquelle j'étais, parce que je ne comprenais pas finalement toutes les décisions qui étaient prises. Donc c'est une révolution très profonde, oui, très profonde. Au-delà de la structure même dans laquelle vous arriviez physiquement dans le bâti, à l'intérieur de vous, c'était une révolution profonde. Oui, ça a été une révolution profonde, puisqu'en fait j'ai l'impression de l'avoir faite sur 3 dimensions. La première dimension, c'est le passage de la boîte publique à la start-up. Qui a une culture très particulière, la SNCF. Qui a la culture institutionnelle, la relation à l'État. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est parfois un peu bureaucratique, même si par ailleurs, il y a de la modernité dans beaucoup d'autres domaines. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la question de l'âge. J'avais 55 ans, vous l'avez dit, et je rentre dans une entreprise où le plus âgé à l'âge de mes gosses, donc il y a déjà cette différence. D'ailleurs, en contre-champ, comment ça se passe, le regard de ces jeunes de 23 ans qui vous accueillent, qui vous apprennent à faire le Mac? Et il y a de la moquerie, il y a du regard, il y a du... Ils se demandent bien, quelle mouche m'a piqué, et 2, comment se fait-il que les fondateurs de l'entreprise, en fait, décident de m'accueillir? Pourquoi ils vous donnent les clés? Ils vous donnent pas les clés, d'ailleurs. Pourquoi ils vous disent, Bénédicte, OK, on tente l'aventure avec toi? Qu'est-ce qu'ils vous disent, là, à ce moment-là? Parce que c'est un triumvirat, en fait, là, la start-up, on est d'accord. En fait, je pense qu'ils sont sans doute flattés que je sois intéressée par leur boîte.
Je pense qu'ils se disent aussi qu'avec le niveau de responsabilité que j'avais, je dois avoir un joli carnet d'adresses et c'est pas inintéressant pour une start-up qui veut faire du conseil dans l'innovation. Hein. Et puis, je pense que j'ai dû sans doute aussi leur taper dans l'œil. Peut-être. Bah, évidemment. Peut-être. Ils ont dû se dire, finalement, cette fille, elle a un peu de culot, ça nous intéresse, un peu d'audace en tout cas, ou de hardiesse. Oui, de hardiesse, ouais. C'est le cran au-dessus. Voilà, et donc oui, alors en fait, j'avais ces deux premiers changements, puis il y en avait un troisième aussi, qui est un changement qui pour moi été le plus fondamental, c'est que j'ai quitté finalement mes oripeaux de direction générale, et je suis redevenue en fait un salarié comme les autres. Et je pense que c'est là que la transformation a été la plus... je ne sais pas si elle doit être la plus difficile, mais en tout cas la plus importante. Donc vous regardiez, vous saviez d'où vous veniez, et puis oui, en même temps... parfois je me disais, mais Bénédicte, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai accompagné des jeunes équipiers en entretien dans des rendez-vous. C'est passionnant ça. Mais qu'est-ce qui se passait là? Parce que je me rappelle être allée dans une très grande banque dont je ne dirai pas le nom, et dans un comité avec des membres d'un comité exécutif, et je voyais bien qu'ils s'étaient renseignés et qu'ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et puis les petits jeunes à côté ne mesuraient pas la distance ou la proximité que je pouvais avoir avec ces gens, et ça faisait une sorte de truc... Mais quoi, genre un peu hybridé, un peu étrange, décalé, parce que moi je m'adressais à eux avec une certaine déférence. Avec les mots qui allaient bien, comme on dit. Exactement. Et puis eux, ça ne les dérangeait pas de tutoyer, d'appeler par le prénom. Et là, vous deviez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais j'étais consternée, mais totalement consternée. Mais excusez-moi, vous le racontez assez bien, ça fait quand même partie un peu des peintures de guerre de la start-up, parce qu'à la fin, on en parlera à la fin de notre entretien, mais on s'amusera. Vous avez fait un petit lexique passionnant par lettres de l'alphabet, on se marre, les keynote, tous ces mots utilisés, ce style, les fringues. C'est quoi? C'est du folklore ou c'est réel? C'est vraiment en eux, ça? Je pense que c'est, à l'origine, c'est la volonté de faire comme en Silicon Valley, puisqu'en fait, c'est là qu'elles sont nées. Donc, ils ont inventé les mots et ils ont été repris. Mais c'est un peu surjoué. Et je pense que la raison aussi pour laquelle c'est surjoué, c'est que ça fait quand même assez plaisir aux clients. C'est-à-dire que ça le dépayse. Les patrons de boîte, vous voyez, quand ils voient arriver des petits jeunes, c'est vrai. Ils trouvent ça cool finalement. Ouais. Ils les prennent pas forcément tout à fait au sérieux, mais un peu quand même. Et puis il y a un petit côté récréatif de les voir arriver, de se faire tutoyer, de se faire raconter des histoires d'innovation. Donc ça les secoue un peu. Il y a un peu de folklore. Il y a un peu de folklore. Je pense que c'est en train de s'atténuer. Puisqu'en fait, si on parle d'innovation et notamment de culture de start-up, en fait, je dirais, on a quitté aujourd'hui la phase celle qu'on décrit là. Ils se sont professionnalisés un peu. Ils se sont professionnalisés, puis maintenant, si on devait utiliser un autre terme américain, on est plutôt dans le scale-up. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la phase où toutes ces start-up doivent démontrer qu'elles sont capables de passer à l'échelle, et que notamment dans les grands groupes, toutes les expériences d'innovation qui ont été conduites et qui sont passées par des petits maquettes ou du bac à sable sont capables maintenant en fait d'adresser des problèmes sérieux de compliance, des problèmes sérieux de sécurité informatique ou de sécurité d'exploitation, et que donc les events et les machins et nana et tout ça c'est bien, mais que c'est pas le plus important en fait. L'important c'est quand même de délivrer avec des engagements de qualité et de délai. Caillasse. Alors la caillasse, ça c'est le mot que vous utilisez beaucoup dans le livre, parce que régulièrement dès qu'il y a un prospect en vue, on travaille la nuit, on se met devant l'ordinateur, on met son casque, on met un panneau pour dire laisse-moi je bosse, et puis vous dites souvent à la fin de vos chapitres, bon ça c'est un prospect, ça sent la caillasse quoi. C'était pas dans votre vocabulaire la caillasse? Non. C'est un vocabulaire de rappeur ça. La caillasse ou la tunasse. Ouais, c'est ça. C'est l'idée qu'une start-up, si elle fait pas rentrer d'argent, elle est assez vite condamnée. C'est l'essence qu'on met dans le moteur là. Absolument. Et on a beaucoup valoriser toutes les expériences de levée de fonds. Avant les levées de fonds, il y a des moments quand même qui sont particulièrement difficiles. Et donc, il faut que l'argent sorte. Et pour que l'argent sorte, il faut qu'il rentre. Et donc, et ça, c'est une belle école, parce que c'est l'école de la vérification
par le réel que le produit que vous proposez à votre client, il a suffisamment de valeur pour qu'il vous l'achète. Et ça fait du bien aussi. Voilà. On va arriver à une scène que je trouve très très forte parce que c'est là où on voit aussi votre patte lors d'un prospect dans le parfum, vous ne donnez pas la marque, vous le dites quand même, on voit quand même la patronne du COMEX, enfin celle qui a eu des responsabilités, vous dites, moi mon boulot, ça a été de gérer les problèmes d'ego entre le N+1, le N-2, enfin bref, les petites histoires politiques des grandes boîtes. Ça leur était utile, ça, parce qu'ils ne savent pas faire, ces jeunes. Oui, bien sûr. Espèce de politique de la boîte. Oui, non seulement ils ne savent pas faire, mais ils ne voient pas les enjeux qui... Les enjeux, et en fait, pendant qu'une discussion a lieu, ils ne mesurent pas qu'ils se font éventuellement embobiner, ou que le oui qu'on leur donne, en fait, est un faux non. Ou un vrai nom, pardon. Ou que c'est le décryptage du langage. Oui, et puis que finalement il y en a un qui a le budget, que l'autre en fait n'a pas très envie, que le troisième voudrait en fait récupérer les fruits de la décision, et que tout ça vous replongez joue dans un petit mouchoir qui ne voit pas. Et donc oui, je pense que là, finalement, avec le recul, c'est probablement là que j'ai eu le plus de valeur ajoutée pour essayer de faire comprendre ces petits jeux politiques. Espèce d'huile dans les rouages. Oui. Vous évoquez l'épisode 9, les mailomanes. Ça, c'est très amusant parce que ça vous est envoyé avec des émoticônes, enfin, rien n'est structuré. Ça a dû vous dérouter aussi parce que régulièrement, vous dites, alors Béné, là, sur WhatsApp, beaucoup, on parle, on échange, on se raconte tout. Vous dites sur WhatsApp, tout. C'est une sorte de dépotoir où toute la boîte se raconte. J'ai perdu mes lunettes, rends-moi mon jeans, tu m'as piqué mes godasses, enfin tout y va. Ça vous a rafraîchi ou vous vous êtes dit, c'est quand même pas ma culture, quoi. Je vais avoir un mal fou. Évidemment, vous allez être très heureuse parce que vous en parlez avec joie. C'est un peu les deux. C'est-à-dire, il y avait des jours où je me disais, mais c'est vraiment sympa de travailler avec toute cette effervescence. Et puis d'autres... Travailler, vous dites bien travailler, vous avez l'impression de travailler quand même. Oui. Ça bossait. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas une école maternelle ou une garderie. Ça bosse beaucoup. Ouais. Et j'allais dire, jour et nuit, s'il y a du delivery à faire, bien sûr. On voit souvent le soleil se lever. Je pense à cette jeune fille qui pleure quand vous rentrez. Oui. Alors ça, c'est aussi un sujet, c'est particulièrement les filles qui sont mises à contribution, ce qu'on appelle les fameuses les overachievers, les femmes. Oui, ça c'est un point qui m'a un peu meurtri. Oui, je vois que les femmes sont pas... c'est pas aussi égalitaire que ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai retrouvé dans une start-up la même chose que je pouvais rencontrer dans un grand groupe, c'est-à-dire qu'il y avait finalement des métiers qui étaient plutôt les métiers de garçons et d'autres métiers plutôt les métiers de filles, et que les garçons étaient plutôt des guerriers qu'on envoyait devant les clients, et les filles plutôt en back-office. Qui font les rapports, qui bossent la nuit. Et ça m'a pas trop... J'ai trouvé ça triste, honnêtement. Ça, c'est intéressant, cette jeune fille qui pleure, puisque c'est à elle à laquelle je pense. Elle a bossé toute la nuit, elle a vu le soleil se lever, puis le prospect a changé d'avis, a changé son fusil d'épaule. Finalement, tout son travail est tombé à l'eau. Vous vous retrouvez dans la salle Épinard, c'est bien ça? Il y a bien la salle Épinard. Évidemment, c'est assez iconoclaste. Et puis, il y a une scène assez forte, parce que le trio de créateurs de la start-up, tout d'un coup, ont décidé, parce qu'ils ont embauché un type qui vient de la finance, qui a l'air assez brillant, d'essayer d'organiser. Alors, il y a un mot anglais que vous utilisez qui m'échappe, parce que les timesheets. Et qui veut en fait organiser les emplois du temps. Et là, c'est la révolution dans la boîte. Oui, parce que dans les codes et dans les valeurs de la start-up, il y a l'idée de la liberté totale, qui est une... Enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais en fait, quand la start-up se crée, il y a il y a une très grande autonomie qui est donnée et qui est en fait obligatoire, parce qu'en fait, rien n'est pensé à l'avance, et heureusement que les gens sont autonomes, sinon l'entreprise ne sort pas de terre. Il faut l'arracher au néant, la boîte, et donc c'est parce que les collaborateurs trouvent par eux-mêmes les façons de le faire. Et donc c'est assez logique dans sa construction. C'est normal. Sauf qu'à un moment donné, elle grandit, et donc quand elle grandit, elle est confrontée à toutes les questions auxquelles les entreprises sont confrontées, tous les risques, il faut que la paye se fasse proprement, il faut que les aspects, enfin les ventes soient saisies et développées, il faut que chacun compte le temps qu'il consacre à chaque client. Ça commence à ressembler à une boîte, quoi. Ça ressemble à une boîte, et donc on y installe finalement des contraintes. Et la question, c'est que si ça n'a pas été travaillé
entre les valeurs et les contraintes, le risque, c'est qu'en fait, on déçoive considérablement Ce qui a été le cas, d'ailleurs. les gens qui sont là et qui pensaient en fait avoir échappé à ces contraintes. Et je pense que c'est un des enjeux de croissance de ces jeunes entreprises, c'est de ne pas renier leurs valeurs, parce que c'est très important et c'est ça qui a fait... Ce qui les a construits. Qui les a construits, et en même temps de se préparer à adresser des questions sérieuses et difficiles, qui sont les questions auxquelles toutes les entreprises sont confrontées. Et c'est pour ça que moi, j'étais vraiment très intéressée de travailler d'ailleurs sur ce sujet en particulier. C'est dans les valeurs qu'on se crée et comment fait-on pour qu'elles résistent à toutes les contraintes en fait, par lesquelles on va les faire passer. Évidemment. Et certaines d'entre elles ne sont pas compatibles avec une culture d'entreprise. La liberté totale n'est pas une solution. Mais vous savez, dans la liberté, dans cet incubateur, on pouvait prendre autant de vacances qu'on voulait. Donc la question du nom... Vous en avez pris beaucoup ? Non. Non, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités sur ce plateau qui nous expliquent que leur modèle, c'est ça, et ils s'aperçoivent en fait que les salariés n'en prennent pas autant que ça et ne tirent pas sur la corde. Parce qu'il y a une pression sociale. C'est ça, il y a le groupe, quoi. Oui, et la pression sociale peut être pire, en fait, que les règles. Et ça, je pense que c'est un des sujets dont j'ai sans doute plus pris conscience encore que lorsque j'étais à la SNCF, puisque à la SNCF, il me semblait que tout ça avait finalement étouffé toutes ces règles, avait étouffé l'innovation, l'autonomie des gens. C'est le vrai sujet. L'envie de s'engager. Et sauf que quand elles n'existent plus et qu'elles sont laissées au consensus collectif, en fait, ça génère, c'est la loi de la jungle en réalité. Ils ont réussi à le mettre en place, ils ont quand même eu une gestation... Forcément, c'est nécessaire. C'est obligatoire. Avant qu'on s'amuse un tout petit peu, parce qu'il y a tous les mots, et je redis que vos illustrations sont très belles et très réussies, ces aquarelles, il y a une partie sur la mythologie de l'entrepreneuriat. On en est où là aujourd'hui ? Vous l'évoquiez dans cette espèce d'histoire, il y a eu cette espèce de vague des startups en 2000, des millions d'euros de levée de fonds qui faisaient pchit parfois et qui étaient dépensés en 2 ans. Est-ce qu'on est arrivé à une phase de maturité de ces startups ? Et vous l'évoquiez, une nouvelle étape finalement de la startup qui ressemble de plus en plus à une entreprise ou pas ? Je pense qu'il y a 2 types il y a la startup qui invente sur son marché et qui en fait part de zéro comment dire, on a de belles réussites françaises et elles sont forcément, toutes ces boîtes-là, elles se sont confrontées, j'allais dire, à toutes les caractéristiques des entreprises. Mais il y a beaucoup de petites bricoles qui ont été imaginées dans les incubateurs parce que l'argent était facile. Qu'il faut se le dire aussi, Pôle emploi permet ce genre. L'argent coulait à flot. Permet en fait d'essayer des trucs qui servent pas forcément à grand chose. Je ne sais pas si on en a moins aujourd'hui, mais en tout cas, les entreprises sont plus méfiantes et celles qui sont clients de ces startups plus sélectifs. Je ne l'ai pas demandé, ça tombe sous le sens. Vous êtes toujours dans l'entreprise Non, alors parce que c'est important de se le dire. Donc vous avez un peu fait du journalisme ethnologique là. Non, parce qu'en fait, je l'ai quitté, mais comme j'y avais mis de l'argent, je suis restée investisseuse parce que je trouvais que c'était bien. Toujours un œil quand même. Oui. Et puis, de ne pas déstabiliser l'entreprise. Et j'ai créé moi-même 2 entreprises après être passée par cet incubateur. Mais traversée par cette expérience, ça vous a donné. Sûr. Je pense que l'expérience vous a donné envie de créer derrière. J'ai eu envie cette fois-ci de créer. Alors j'en ai co-créé 2. Les vôtres ? Les miennes. Donc une qui est plutôt dans le conseil aux dirigeants, qui peut-être s'apparente davantage dans les métiers que j'exerce à ce que je faisais avant dans ma grande entreprise, et une qui est cette fois-ci dans la tech et qui propose des solutions de knowledge management pour des équipes de terrain, notamment dans l'univers de l'industrie. Donc oui, je suis confrontée maintenant à ces 2, sachant que je les ai cofondées et que ce que j'ai appris à faire, c'est je n'en dirige aucune, c'est-à-dire je ne suis CEO d'aucune, parce qu'il m'a semblé que c'était important de donner les clés à ceux qui avaient l'avenir devant eux. Et je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage. J'ai beaucoup de plaisir à être à la fois la collaboratrice, la cofondatrice
de CEO plus jeunes que moi, Ouais. que j'accompagne dans leur c'est capacité aussi une forme de d'apprentissage. transmission. Oui, bien sûr. J'ose pas vous appeler Béné, puisque dans tout le livre on vous appelle Béné, mais Bénédicte Tilloy, en quelques mots, parce que j'aimerais qu'on prenne quelques petits mots originaux, comme K pour Keynote notamment, mais qu'est-ce que ça vous a apporté tout cela au final? Quand vous vous regardez, vous dites, est-ce que ça vous a transformé finalement? Oui, ça m'a transformée, ça m'a rendu sans doute plus simple. J'ai l'impression d'être... Plus en phase avec les réalités peut-être? Oui, plus simple et plus heureuse, plus heureuse du quotidien et du présent. Voilà. Plus heureuse parce que là, dans la start-up, la question du quotidien est plus centrale, il me semble. Et moins éloigné. On est moins éloigné et je pense que ça fait du bien de se recoller avec un quotidien et d'être plus proche. J'ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver plus proche d'un certain nombre de salariés que j'avais dirigés forcément de loin dans ma vie d'avant. De trop loin finalement. De trop loin. Par la strate hiérarchique. Par la distance que crée l'organisation, quoi qu'on dise, et malgré l'envie qu'on peut avoir de les rencontrer. À votre insu. Exactement. Oui, c'est-à-dire, vous êtes un machin qu'on voit de loin et à qui on prête forcément 1000 pouvoirs et 1000 insuffisances. Et puis là, vous êtes juste quelqu'un parmi les autres et finalement, être Béné... Ça vous allait bien à ce moment-là? Alors peut-être Bénédicte, ça suffisait. Mais Béné, c'était beaucoup. Ouais. Mais ils sont allés jusque-là. Mais je me suis retrouvée beaucoup plus proche. Et vous voyez, on parle beaucoup, pour prendre un peu de hauteur aussi, sur le bouquin de Rosan Vallon, sur les épreuves de la vie. Je trouve que ça fait du bien de redevenir un parmi les autres. Bien sûr. G, ce sont les guirlandes en papier de riz qui, vous dites, ça c'est dans l'éphéméride à la fin, qui sont un peu partout. Dès qu'on fait Noël, on met du grain de riz. Vous avez évoqué tout à l'heure le L comme L. E2LES, parce que vous parlez de ces femmes. I comme Yoda, c'est quoi Yoda? Ah, Yoda, c'est vrai que j'aurais pu en parler davantage. Il se trouve que un patron du CAC 40, de la génération d'avant la mienne, avait décidé aussi de s'intéresser à cet incubateur. Et il était venu passer quelques mois parmi nous, à raison d'une journée par semaine. Et ça m'amusait beaucoup de partager avec lui son expérience et comment il regardait cette start-up comme moi-même je pouvais la regarder. Et alors qu'il aurait pu être mon père, pour les jeunes, en fait, ça ne faisait pas de différence. Ils nous voyaient en fait comme les deux vieux, en fait, pour faire court. Merci Bénédicte Tilloy d'avoir accordé du temps dans notre émission Smart Job, la team. Ce livre est formidable, lisez-le, ça se lit comme un roman parce qu'il y a plein de petites histoires avec plein de personnages auxquels on s'attache et notamment à Béné, le célèbre personnage de Béné. La team, le jour où j'ai quitté mon Comex, c'est chez Duno avec de très belles illustrations en aquarelle couleur qui raconte des moments de vie dans cette start-up. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Une autre manière de recruter, c'est possible, on en parle.